du coup souvent fossile. Et du coup, cette énergie fossile, en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle nous donne l'énergie de d'utiliser ces machines, mais elle génère aussi des déchets et c'est ça, c'est une notion qui est souvent mise de côté. En fait, on regarde souvent l'énergie comme quelque chose qu'on utilise et c'est une relation assez directe. On se dit: «Bah, voilà, je prends du pétrole, je le crame, ça me fait de l'énergie utilisable et je fais fonctionner ma machine». Mais en fait, il y a quand même des déchets qui sortent de cette utilisation et c'est notamment ce que je disais tout à l'heure, les gaz, le carbone, le gaz carbonique, le CO2, c'est des gaz à effet de serre. Donc en fonction des énergies fossiles qu'on utilise, vous allez avoir différents types de gaz à effet de serre, qui sont émis. Donc les gaz à effet de serre, ils peuvent aussi être émis par d'autres types d'activités, par exemple quand vous, utilisez du Méopa à l'hôpital. Mais par souci de simplification, au niveau de la nomenclature internationale, le grand coupable et celui qu'on désigne souvent comme, la représentation des, déchets carbonés et des gaz à effet de serre, c'est le dioxyde de carbone, le CO2. C'est celui dont vous entendez parler tout le temps. Et il est assez pratique parce qu'il est assez, physiquement, il est assez stable, il est stable 100 ans dans l'atmosphère et il permet de, réaliser des calculs, des projections sur l'évolution du climat d'ici la fin du siècle. C'est ce que vous voyez partout dans les médias. Et donc ces gaz à effet de serre, pourquoi ils sont problématiques? Ils sont problématiques parce que l'effet de serre, c'est comme une surcouche sur la planète Terre qui l'empêche d'évacuer la chaleur excédentaire. Vous voyez que là, sur ce schéma, vous voyez que la seule source d'énergie extérieure de la planète Terre, c'est le soleil qui donne par ses rayons lumineux, qui va donner de l'énergie et de la chaleur à la Terre. Et normalement, la Terre se régule assez bien et renvoie une partie de cette chaleur dans l'espace pour qu'elle soit à peu près stable. Et en fait, les gaz à effet de serre, rajoutant une couche sur le manteau, empêche ces rayons de partir et du coup, on a un réchauffement continu de la planète Terre et donc les gaz à effet de serre entraînent un effet de serre additionnel, parce qu'il y a un effet de serre naturel, hein, c'est important, heu, qui fait que sinon notre planète, elle serait à -18 degrés. Donc on a un effet de serre naturel qui est bien, qui est positif, mais les humains, en rajoutant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, rajoutent une couche sur ce manteau et du coup, rajoutent une température excédentaire sur la planète. Cette relation entre la concentration de CO2 et la température, elle est assez linéaire et ce qui est bien, c'est qu'on a pu observer les fluctuations historiques sur la planète grâce à des carottes et on sait que, comme je vous disais, il y a un effet de serre naturel qui est dû à un niveau de CO2 naturellement présent dans l'atmosphère et du coup, le CO2, c'est pas un coupable total, c'est normal qu'il soit là, c'est bien. Là, vous voyez que depuis l'apparition de l'homme de Néandertal jusqu'à aujourd'hui, on était sur des fluctuations entre 150 et 300 particules par million de CO2 dans l'atmosphère. La problématique, c'est qu'en fait, depuis l'ère industrielle et l'utilisation massive des énergies fossiles, on a une augmentation graduelle du CO2 dans l'atmosphère et on est passé là à des 410 particules par million en 2019 et on ne sait pas jusqu'où on ira en fonction de notre utilisation d'énergie fossile. En tout cas, on sait qu'on a dépassé le range de 150 à 300 dans lequel toute l'histoire de l'humanité s'était faite. Et en fait, la problématique, c'est que par l'augmentation de la température que ces gaz à effet de serre entraînent et par d'autres effets indirects, on va avoir des conséquences sur la santé qui sont directes ou indirectes. On a des conséquences sur la morbimortalité directement induite par les événements de chaleur extrême ou les événements climatiques extrêmes, hein, les cyclones, les inondations, les vents violents, etc. On a aussi des défaillances d'organes aiguës dues au stress thermique, à la sécheresse, à la difficulté d'accès à l'eau, etc. On va avoir aussi des pathologies cardiovasculaires et respiratoires qui vont être exacerbées par la diminution de la qualité de l'air, par le fait qu'un air plus chaud irrite plus les muqueuses, etc. On va avoir des effets aussi, dus aux effets indirects via la dégradation de la qualité et de la quantité d'approvisionnement en nourriture ou en eau, donc plus d'infections, plus de difficultés à conserver des aliments. On va avoir une modification aussi de l'écologie des vecteurs hématophages qui vont diffuser des pathologies, notamment les arboviroses dont on parle beaucoup et on va aussi avoir une dégradation, des facteurs psychosociaux, de la stabilité psychique des populations et en Europe, c'est le facteur qui sera le plus important sur les dernières évaluations, c'est l'altération de la psychologie, collective et du coup, c'est parce que c'est difficile de se projeter dans un monde qui change et qui est perturbé, à ce point-là. Donc désolé, j'avais fait un zoom. Et comme ça, vous voyez. Si vous voulez, je vous enverrai les références. Ça, c'est des articles du New England, c'est bien référencé. Et donc, l'important là-dedans, là, c'est le contexte, c'est de voir que le secteur de la santé a un impact dans ce gloubi-boulga. Et donc, l'idée, c'était de faire une méthodologie d'étude d'impact environnemental qui est connue sous le nom d'impact carbone pour voir quelle est la part de responsabilité du secteur de la santé dans ces émissions de CO2. Et donc, on a le Chiffre Project a réalisé ce travail en 2021 et l'a remis à jour en 2023 avec un périmètre très large, hein, qui va des hôpitaux aux cliniques, aux laboratoires, aux tutelles, aux patients, etc. Et
Ce qu'on a montré, c'est qu'on a un impact carbone en France de 42 mégatonnes de CO2 équivalent, ce qui correspond à 8 des émissions nationales et ce qui est c'est assez raccord avec la littérature dans les autres pays puisque au niveau anglais, on est à 4 avec 25 mégatonnes, CO2 équivalent. Mais vu qu'ils n'ont pas le même mix énergétique, quand on regarde, en fait, on est assez équivalent et c'est assez probant comme données. Ce que vous voyez sur cette répartition que vous avez à droite et vous pourrez retrouver ce tableau, ce graphique sur le site du Shift Project et sur d'autres iconos, c'est que vous avez, finalement 4 gros pôles. Vous avez un pôle qui est le pôle d'utilisation d'énergie directe, c'est combustion, donc chauffage, consommation de gaz médicaux et électricité, froid, chaleur, là c'est 13. Vous avez ensuite les médicaments et les dispositifs médicaux, là c'est 50 du bilan carbone. Et ensuite, vous avez les transports, donc les patients et les professionnels, c'est pareil, c'est 14. Et ensuite, vous avez l'alimentation pour 11, les déchets avec 5 et les immobilisations avec 8. Ce qui est important, c'est de voir les ordres de grandeur de qu'est-ce qui participe dans un hôpital, dans un système de santé, aux émissions de CO2 et du coup au changement climatique. Et donc là, on voit que les médicaments et dispositifs médicaux, ça représente 50 des émissions de GES. Les émissions dites indirectes, donc qui ne sont pas produites directement sur le site et qui sont produites par les chaînes de valeur, ça représente 87 des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé. Et on sait qu'il y a des données à améliorer, notamment les émissions fugitives et les autres déplacements, mais ça, c'est minoritaire. L'important, c'est pas de retenir les chiffres, c'est de retenir les ordres de grandeur. Et donc, l'idée, c'est que derrière, il faut mettre en place un plan d'action pour diminuer ces émissions de gaz à effet de serre. C'est possible, c'est planifiable. Il n'y a pas besoin de partir dans un imaginaire de décroissance, de retourner à la saignée et au lavement. On peut décroître et il y a des méthodes pour ça. Notamment, nous, c'est ce qui a été fait au niveau du Shift. Il y a d'abord un diagnostic, puis ensuite la mise en place de mesures spécifiques et transverses. Ça, vous pouvez les retrouver du coup dans le rapport décarboner la santé pour soigner durablement. Il y en a qui ont été extrêmement bien référencées et évaluées en amont. Donc, il y en a une trentaine, vous pourrez les retrouver, hein. Elles ont déjà été mises en place dans certains hôpitaux. Et en fait, en fonction du secteur, vous pouvez les retrouver. Il y a l'alimentation, le bâtiment, le déplacement, les gaz médicaux, les déchets, les médicaments et les dispositifs médicaux. Et vous avez tout un tas de mesures qui ont déjà été, dont l'impact carbone, la diminution de l'impact carbone a déjà été mesurée et référencée. L'idée, c'était d'aller voir plus loin, nous, parce que quand on regarde ça, ce qu'on voit, c'est ce que vous voyez là. Quand vous mettez en place ces mesures chiffrées, vous avez une diminution de 27 du bilan carbone, mais ça suffit pas, du coup, pour rejoindre les objectifs de l'accord de Paris et de la stratégie nationale bas carbone, qui est une diminution de 80 à horizon 2050. Et donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est d'intégrer aussi la diminution de l'impact carbone de l'industrie, qui va, elle aussi, devoir diminuer de 80 ses émissions. Donc, si on ajoute l'effort de l'industrie, on tombe à moins 52 d'émissions, mais ça suffit pas toujours, ça suffit toujours pas. Et donc, il nous faut d'autres actions. Et là, c'est des actions justement qui sont, je pense, intéressantes pour vous ici. C'est de dire qu'en fait, il y a aussi un changement culturel à apporter aux soins. C'est la dernière partie, hein. C'est le passage d'un système de soins basé sur le cure à un système de santé basé sur le care et la prévention, la promotion de la santé et le juste soin, l'optimisation des soins. Et donc ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est la partie qui intéresse les soignants finalement. Et donc l'idée, c'est de se dire que la promotion et la prévention en santé, c'est en fait, c'est le fait de favoriser des politiques publiques favorables à la santé. Donc des politiques publiques d'exposition à la nature, de mobilité douce, de diminution des perturbateurs endocriniens, des pesticides, de favoriser des alimentations durables et des alimentations saines pour la santé. Et ça rentre dans une approche qu'on appelle, c'est une approche de santé planétaire, une approche par les co-bénéfices où en fait, les, comment dire? Les actions qu'on va mettre en place pour sa santé vont finalement être aussi bonnes pour le climat. Par exemple, l'alimentation végétale, ça diminue les risques de cancers colorectaux, diminuer la consommation d'alimentation carnée en tout cas, et en même temps, c'est mieux pour la planète puisque ça diminue les gaz à effet de serre de l'élevage. La diminution de l'automédication et du coup la diminution de la iatrogénie médicamenteuse, c'est pareil, ça diminue des effets négatifs sur la santé et ça empêche des émissions «inutiles» entre guillemets pour la création des médicaments. Les mobilités douces, on est sur le même cadre puisqu'on améliore la santé des populations, on améliore leur santé osseuse, leur santé physique, leur santé psychique, on améliore globalement beaucoup de paramètres de santé et en même temps on évite les émissions de gaz à effet de serre des voitures, thermiques. Et enfin, la climatisation, c'est un autre exemple de co-bénéfice. Diminuer la climatisation, ça diminue les phénomènes d'îlots de chaleur et en même temps, ça diminue la diffusion des virus. Ensuite, il y a un autre paramètre qui concerne aussi donc ça, c'était promotion et prévention en santé et il y a le juste soin, c'est le juste recours aux soins et donc ça, c'est diminuer les investigations inutiles et les traitements évitables qui font partie de cette plus 4 d'augmentation de la consommation de soins chaque année et on sait que sur ces plus 4 de consommation de soins annuels, on a 2 qui sont dus à des évolutions réelles des besoins et 2 à ces dysfonctionnements qui peuvent être prévenus par des actions
notamment comme, les listes de questions Choosing Wisely qui permettent de se poser les bonnes questions avant de prescrire un soin. Voilà, et donc quand on met bout à bout tout ça, on se retrouve avec, si on met les mesures chiffrées qui ont été évaluées, la participation de l'industrie et la promotion, prévention, juste soin que vous voyez à la fin, on se retrouve avec la possibilité théorique de pouvoir réduire l'impact carbone du secteur sanitaire de 80 à horizon 2050 et donc de respecter la stratégie nationale bas carbone et les accords de Paris. Voilà, et donc globalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour participer à ça? C'est à l'échelle micro, c'est agir dans ses pratiques, donc optimiser ses soins, les éco-concevoir et sensibiliser ses patients, chose qui est beaucoup faite en pharmacie. Susciter l'engagement au niveau méso, au niveau local, en formant les collègues, en participant à une démarche RSE et en sensibilisant le territoire. Et enfin, à l'échelle macro, il ne faut pas oublier qu'on a un fort pouvoir d'influence et qu'on peut influencer les institutions, promouvoir des changements au niveau des tutelles et adhérer à des associations pour porter ces messages, les diffuser et influencer comment dire, les responsables. Globalement, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on agit en tant que citoyen, on se forme et on s'informe, on s'implique localement et on influence nationalement. Voilà. Et si vous voulez des ressources, il y en a plein, je pourrais vous les envoyer. J'ai terminé. Je vous remercie. Et je vous laisse les ah non, j'ai pas mis les QR codes, mais il y a des si vous voulez suivre, l'activité de l'association, vous pouvez vous inscrire. On a une newsletter, sur, la santé. Voilà, Très j'espère que j'ai bien. pas été trop long. Merci, 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 docteur Brunier. Donc ça nous donne bien le cadre l'environnement dans lequel on évolue. Je vais passer tout de suite la parole, à monsieur Brunet, qui est chargé de mission transition écologique à l'assurance maladie. Voilà, qui va nous parler d'exemples pratiques et de clés pour valider le programme de développement durable de la convention pharmaceutique, puisque, c'est un sujet qui a été inscrit, dans la convention pharmaceutique signée au mois de juin. Merci beaucoup, Monsieur Guimino. Et c'est vrai que c'est pas facile entre Brunier, Brunet. On est désolé pour ce genre de C'est vrai. petites choses. Alors, peut-être que dans un premier temps, donc on a bien compris hein, que le domaine de la santé représentait donc 8% des émissions de carbone. Euh, En fait, alors par rapport à ce constat qui avait été effectué par le Shift Project, donc les politiques se sont emparées finalement du sujet dès 2022 et il a donc été décidé de bâtir finalement un plan d'action national. Euh, qui est finalement tout ce qu'on a pu entendre au niveau de la planification écologique pour atteindre les objectifs au niveau environnementaux. Et la responsabilité, à l'époque, avait été confiée donc à notre ancienne première ministre, avec le soutien d'un secrétariat général à la planification écologique. Et en fait, dans le cadre de cette planification, la CNAM, donc la Caisse nationale de l'assurance maladie, a donc signé une convention d'objectifs et de gestion avec le ministère de la Santé et qui fait finalement un peu la part belle aussi à la transition écologique, notamment par le titre 3. Et ça rejoint vraiment en écho ce que disait Julien tout à l'heure, c'était faire de la prévention et des enjeux de la transition écologique et de la santé publique un marqueur de l'engagement de l'assurance maladie. Donc, en fait, c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui l'assurance maladie est un acteur finalement de cette transition. Euh, Aujourd'hui, le dérèglement climatique, on l'a vu, est lourd de conséquences pour le système de santé. Et l'assurance maladie s'est donc engagée aux côtés de l'État et des professionnels de santé, donc dans une stratégie finalement de décarbonation, mais aussi de la mise en œuvre d'actions en santé environnementale. Donc, on va aujourd'hui intégrer forcément donc les éléments de santé environnementale dans les campagnes de gestion du risque. Et c'est vrai qu'on va travailler de prime abord sur déjà ce qu'on sait faire, savoir gérer le risque maladie, mais en convergence avec la gestion du risque environnemental. Donc, on va jouer, nous, notre rôle pleinement au niveau de notre rôle d'acteur, au niveau de la transition écologique, en notre qualité finalement d'assureur solidaire en santé et d'opérateur de services publics, euh, de manière la plus adéquate possible et en concertation aussi, évidemment, avec les différents partenaires qui peut y avoir sur le domaine, à savoir par exemple l'ARS qui travaille sur des problématiques de santé publique et environnementale, l'ADEME, etc., etc. Le but du jeu, c'est de ne pas aller sur des terrains qui sont déjà pris, mais de faire déjà nous ce qu'on sait faire. Donc nous, on va essayer de répondre à trois enjeux différents. Donc trois enjeux, donc un enjeu d'atténuation. Euh, donc là, on est vraiment sur l'impact de l'assurance maladie et du système de santé dans son ensemble sur l'environnement.
un enjeu de préservation, donc à travers la prévention et la promotion de la santé environnementale, et également de l'adaptation de l'assurance maladie et du système de santé dans son ensemble au niveau des risques environnementaux. La CNAM s'est donc dotée finalement d'une mission nationale aujourd'hui. Cette mission nationale se décline donc en régions et se décline ensuite au niveau plus local, donc au niveau directement des caisses primaires d'assurance maladie. Au sein de la feuille de route qui a été dégagée, il y a clairement une priorité. Et bizarrement, cette priorité ne devrait pas vous surprendre par rapport aux éléments qui ont été présentés par Julien tout à l'heure. On a bien vu que les médicaments, ça représentait 29% de l'empreinte globale carbone de, au niveau du domaine de la santé. Donc, pour le coup, au niveau des médicaments, on est sur une des premières priorités. La CNAM souhaiterait créer un carbon score qui permettra aussi aux offreurs de soins d'effectuer des choix vers des produits moins émetteurs. Et la deuxième chose qui paraît la plus importante, en tout cas au niveau de la feuille de route pour la CNAM, c'est de travailler donc sur la santé environnementale, avec certainement des travaux à mener sur les perturbateurs endocriniens. Donc voilà, on a différentes choses par rapport à ça. Je vais vous partager un petit quelque chose. Tech. Est-ce que c'est ça? Alors, hop. Donc, sur l'avenant 1, hop. Sur l'avenant 1, donc on est, comme le disait Monsieur Guillemino tout à l'heure, il y a donc une valorisation de la démarche éco-responsable en officine qui est menée. Et en fait, alors ce qu'il faut retenir principalement, c'est qu'il y a deux pans cumulatifs. Il y a déjà la réalisation d'un programme de développement durable et ensuite l'atteinte progressive de différents niveaux d'implication qui vont permettre aussi de débloquer différents fonds. Donc qui peut être assez intéressant. Au niveau du réalisation de programmes de développement durable, on va être finalement quelque part plus sur un volet interne en termes de gestion d'officine, contrairement à l'autre. Donc là, je vous ai mis quelques exemples qui sont indiqués, donc voilà, et qui sont dans la convention. Donc on est vraiment sur des gestes assez classiques, les impressions, l'achat responsable, etc., sur la basse consommation, et évidemment privilégier la dispensation limitée quand c'est possible. Ce qui est peut-être un peu plus intéressant et peut-être ce que vous attendez, alors tout en sachant que c'est évidemment sous réserve, c'est surtout, vous avez vu certainement dans l'avenant 1, au niveau de l'article 7, un tableau représentant différents niveaux d'implication. Et je pensais que c'était assez intéressant alors, de vous dire un petit peu, alors sous réserve, hein, parce que ça reste toujours au niveau de la CNAM, sous réserve de ce qu'on peut faire. Finalement, aujourd'hui, on voit qu'il y a 3 niveaux différents, plusieurs items, et c'est ces items en fait qui vont permettre de débloquer des fonds par rapport à la démarche. Donc en fait, pour simplifier, c'est il y a il y a des niveaux. Alors un niveau est considéré comme atteint dès lors qu'il y a au moins 2 des 3 items qui sont remplis dans le niveau concerné et que le niveau précédent a été réussi. Donc ça veut dire que, clairement, pour la première année, évidemment, sur le niveau 1, vous avez comment dire, valorisé, vous pouvez valoriser le niveau 1 si vous avez 2 des 3 items. Donc, soit un item décarboné, soit l'item santé environnementale, soit décarboné et adaptation, soit adaptation et santé environnementale. Voilà, c'est 2 items sur 3 que vous validez, et ensuite, ça te permet de débloquer les fonds. Ensuite, pour passer le niveau 2, il faut donc en prérequis avoir dépassé le niveau 1, et ensuite, de la même façon, avoir 2 items sur 3. Donc ça, et donc chaque année. Voilà, c'est ainsi que ça se met. Concrètement, alors encore une fois, c'est des exemples, et la CNAM est encore en pourparlers sur comment réaliser ces différents items. Je vous ai mis en fait finalement des exemples d'actions. Alors par exemple sur le niveau 1, donc le niveau 1, on est sur le niveau le plus bas. Donc la structure ici s'engage à réaliser une évaluation carbone, réduire sa consommation d'énergie, mettre en place une politique de gestion des déchets. Aujourd'hui, voilà les justificatifs qui seraient
certainement demandé par la CNAM. Ce serait par exemple un document qui mentionne les principaux postes d'émission des gaz à effet de serre, donc ce qui a été présenté tout à l'heure par Julien. Sur la santé environnementale, c'est utiliser des produits d'entretien à faible impact environnemental. Donc là, il y a des éléments sur le site de l'ADEME qui sont spécifiques et qui peuvent permettre justement de justifier de cet item-là. Et sur l'adaptation, on est vraiment sur l'engagement d'une démarche de sensibilisation et de formation au niveau du personnel de l'officine. Donc là, on est sur des documents qui attestent de la formation de mise en œuvre. L'adaptation, sur l'adaptation, on voit que c'est quelque chose qui est commun au niveau 1, 2 et 3. On peut, par exemple, imaginer au niveau 1 une formation assez généraliste. Sur le niveau 2, on pourrait très bien imaginer quelque chose relatif, je ne sais pas, aux pollutions aquatiques dues aux résidus de médicaments. Voilà, des éléments peut-être un peu plus spécifiques. On peut imaginer aussi des formations sur les perturbateurs endocriniens, etc., etc. Donc, sur le niveau 2, donc le niveau de l'année d'après, voilà, on augmente un petit peu finalement les demandes. Donc, on a toujours le niveau sur l'adaptation, ce que je vous expliquais auparavant. Donc, sur l'item A, donc sur la décarbonation, sur les travaux de rénovation, donc on serait sur des documents de la même manière qui attesteraient des travaux de rénovation. La diminution des livraisons en optimisant les commandes, on est aussi sur une politique d'achat responsable. Donc là, on pourrait très bien imaginer aussi une différence entre l'année N et l'année N+1 ou N-1. Et sur la santé environnementale, donc là, on a toujours la production de produits dont la composition est exempte de perturbateurs endocriniens est conseillée affichée à destination des patients sur les liens entre environnement et santé. Donc là, on peut travailler aussi sur sur des documents, alors par exemple de santé, alors des limites de santé planétaire. Enfin voilà, le champ des possibles est aussi largement ouvert et pour le coup, la caisse primaire d'assurance maladie pourra aussi accompagner ce genre d'éléments par rapport à ça. Sur le niveau 3, donc là, on est sur le plus haut niveau finalement. Donc sur l'adaptation, cette fois-ci, là, on est vraiment sur la contribution à des réflexions et à l'adaptation, donc avec un travail à mener avec des CPTS ou des MSP ou des collectivités locales. Sur la santé environnementale, là, alors, on est donc exit les différents produits d'hygiène, etc. Mais là, on serait sur l'accompagnement des patients en matière de santé environnementale. Ça peut être sur le niveau et sur l'item A, sur la décarbonation, c'est lutter contre le gaspillage en délivrant les justes quantités de médicaments, limiter l'impact carbone des produits vendus, etc., etc. Ça peut être aussi, pour donner un exemple très concret, moi, en tant que pharmacien, est-ce que je peux me permettre de suggérer à une personne de prendre, par exemple, du Doliprane en cachet plutôt qu'en intraveineuse, même si c'est peut-être un peu plus rare pour le ville, ou en solution buvable, finalement, parce qu'aujourd'hui, le cachet, en termes d'impact carbone, on est sur, il me semble, 38 grammes de CO2 pour un cacheton de Doliprane, c'est juste un exemple, et on est sous forme liquide, on est à 151 grammes de la même façon. En faisant ça, on décarbone. Donc voilà, c'est des exemples, mais tout ça reste aussi à construire et c'est vrai qu'il serait aussi intéressant de pouvoir formaliser peut-être peut-être une base de données, une base de bonnes pratiques, de bons échanges peut-être aussi entre vous, alors avec le soutien ou non de l'assurance maladie, hein, ça c'est toujours possible, mais pour voir ouais, justement ce genre de bonnes pratiques et permettre justement d'atténuer un petit peu tous les éléments relatifs à au carbone dans le, dans l'air. Est-ce que j'ai été clair? N'hésitez pas, en tout cas, je vais me permettre de relire les questions en attendant. Et je vous laisse la main, Monsieur Guilleminot. Voilà, très bien. Merci, Monsieur Brunet. Effectivement, il y a beaucoup de choses à construire hein, sur ces éléments de la Convention. Et justement, on est là aussi pour ça, pour essayer de proposer des items aux pharmaciens pour la réflexion. Écoutez, tout de suite, justement, on a un pharmacien avec nous, Thomas Avril. Merci, Thomas,
d'être présent avec nous, qui est Thomas, qui est pharmacien libéral dans le Maine-et-Loire et qui s'intéresse depuis un petit moment déjà à tous ces éléments de transition écologique. Et je vais me permettre de te poser quelques questions, Ouais. si tu le permets. Bonjour à tous. Et la première de ces questions, c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es vite intéressé, tu t'es intéressé à ces sujets environnementaux? Ouais, alors ça fait un bout de temps parce que ça doit remonter à mes études de pharma, donc ça fait 20-25 ans. J'étais un peu l'écolo de service à l'époque, pas mal de lectures de l'associatif. Et puis à l'issue de mes études, je travaillais un peu en officine et j'ai repris une formation à Paris, un master sur le développement durable. Et j'ai travaillé dans un labo, BMS UPSA, où on essayait d'implémenter un peu une politique RSE volontaire pour réduire les impacts environnementaux. Voilà, donc c'est tout ça. Est-ce que tu as pu évaluer les impacts environnementaux que génère ton officine? Oui, ce que je disais, c'est que mesurer l'impact qu'on a, c'est intéressant si on veut vraiment réduire, de savoir d'où on part, quoi. C'est ce que nous disait aussi bien Julien, à la fois pour le secteur de la santé, mais on a aussi besoin de savoir un peu plus en micro où on en est. Après, j'ai pas fait de bilan carbone. Ça, c'est vrai que la limite qu'on a par rapport à ça, c'est le coût, parce que ça coûte environ 4 000 euros. Néanmoins, à travers un peu de littérature, en regardant le rapport du Shift, on comprend un peu quels sont, sur la partie carbone, quels sont les impacts, quelles sont les sources d'émissions les plus importantes pour une officine, quoi. On l'a bien vu, c'était ce qu'on vend, des médicaments, des dispositifs médicaux, comment viennent nos patients à l'officine, comment viennent nos salariés à l'officine, et puis tout ce qui est de l'ordre du bâti, de notre bâtiment. Mais je pense que là, peut-être qu'on aura besoin d'un aide ou d'une aide plutôt de l'assurance maladie pour nous dresser peut-être un bilan carbone général de l'officine parce que globalement, on fonctionne un peu tous pareil, même s'il y a des différences, mais ça va pas se jouer à grand-chose Ouais. en termes d'impact carbone, pour avoir justement chacun une vision de si je veux vraiment y aller, quels sont mes leviers principaux à activer. Et parce que intuitivement, on pourrait se dire c'est les déchets, mais quand on regarde par exemple sur le rapport du Shift, les déchets pour le monde de la santé, ça représente je crois que c'est 5% des émissions de CO2, quoi. Mettre en place un protocole d'évaluation du bilan carbone. Ou avoir un bilan carbone général de l'officine Ouais. porté par l'assurance maladie qui nous permet, nous, en tant que pharmaciens, de s'emparer du sujet et de se dire, bon, si je veux bosser, prioritairement, il vaut mieux que je bosse sur la dispensation adaptée ou la dispensation unitaire plutôt que de travailler sur aujourd'hui, parce qu'on a vu que le chantier, il était quand même assez énorme sur le carbone, parce que réduire 80% d'ici 2050, c'est pas une masse à faire, quoi. C'est ambitieux. Pour tes salariés, préparatrices, préparateurs, pharmaciens adjoints, etc., est-ce qu'ils sont sensibles à ces sujets environnementaux? Alors, dans mon projet d'entreprise, il y a trois sujets. Il y a le bien-être au travail, y compris le mien, la qualité de service qu'on peut apporter à nos patients et le respect de l'environnement. Donc, effectivement, toute nouvelle personne qui intègre l'officine est au courant. Néanmoins, les appétences sur ces sujets-là, elles sont personnelles. Alors, on a réalisé ensemble une fresque du climat qui permet d'avoir une vision un peu globale des émissions, mais là, c'est vraiment au niveau général et de mieux comprendre un peu ce que c'est que le phénomène du changement climatique. Et puis autrement, il y a une autre source d'inspiration pour mes collaborateurs, c'est qu'on est adhérent depuis 4 ans au 1% pour la planète, au sens où la pharmacie donne 1% de son chiffre d'affaires pour des associations environnementales. Et il y a un événement annuel de levée de fonds assez important et auquel, depuis 2 ans, des membres de mon équipe participent et qui permet d'avoir une connaissance plus fine des problématiques environnementales à travers le prisme d'ONG, mais c'est vraiment intéressant et inspirant. Voilà. Très bien. Mais effectivement, vous êtes très impliqué dans ton officine sur ces sujets. Et les patients dans tout ça, la sensibilisation, Alors ça, comment tu peux l'aborder? c'est assez difficile parce que finalement, on trouve déjà tous, ou peut-être pas tous, mais que le temps de dialogue avec eux sur leur santé est déjà assez limité. Donc ça passe en fait plutôt à travers, je pense, des actes où chez nous, il n'y a pas de délivrance de sac. On fait une dispensation à l'unité. On a un assortiment de produits qui sont zéro déchet ou labellisés. Voilà.
plutôt des actes qui peuvent leur montrer un peu ce qu'on fait, mais dans le dialogue, on a assez peu de temps à consacrer à ça. Un petit peu de présentation de nos produits en termes d'impact ou de label, mais voilà, pas de discussion franche. Voilà. Il y a des choses que j'aimerais développer, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Alors, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Au niveau des choix des fournisseurs, des laboratoires, des produits, est-ce que tu peux nous évoquer des pistes qui pourraient aider d'autres pharmaciens à être plus vertueux, entre guillemets? Ouais, alors, c'est pas toujours évident parce que si on regarde sur les gros labos, ce qu'on pourrait faire, on pourrait comparer et spogner la lecture d'un rapport développement durable de 50 pages. Et puis forcément, tout le labo est formidable, donc ça, c'est difficile à discriminer de cette façon-là. Peut-être qu'on peut plus s'attacher à des choses plus simples, qui est où est-ce que c'est produit, considérant que en France, on a une production, en tout cas pour la partie électrique, qui est moins carbonée que d'autres pays, ou d'essayer de privilégier aussi, si on ne trouve pas en France, l'européen. Et puis après, nous, on peut travailler sur l'assortiment, se questionner sur le type de produit qu'on a à vendre. Et là, peut-être que sur la partie cosmétique, la partie huile essentielle et compléments alimentaires, on a des labels qui existent ou alors des systèmes de scan type Yuka ou Que Choisir. Euh, voilà. Et puis après, on peut travailler à réfléchir aussi à la partie logistique. Oui. Justement, sur ce plan logistique, tu as mis en place certaines mesures? Alors, nous, on a fait le choix de faire très peu de direct et de passer essentiellement par la centrale d'achat du grossiste, ce qui permet d'avoir un flux logistique unique puisque les caisses sont livrées par le grossiste tous les jours. Et de même pour la partie générique où on travaille avec le dépositaire du grossiste. Voilà, ça c'est le principal. Après, il y a des produits qu'on a décidé de quand même conserver en direct. Donc là, on essaie de travailler un regroupement de commandes, mais ça c'est plus au labo d'essayer de pousser là-dessus et c'est pas toujours parfait. Et on reçoit encore des cartons avec une ou deux boîtes, alors que la commande a été passée avec suffisamment pour. Enfin, voilà. Mais ça, C'est tout clair. le monde le vit en officine. Ouais. Ça, on le constate tous les jours, une petite boîte dans un grand carton. Voilà. Ça nous arrive tous les jours. On a bien vu que les médicaments et les dispositifs médicaux sont responsables d'une partie très importante du bilan carbone de la santé. Qu'est-ce que tu as mis en place dans ton officine pour tenter de réduire cet impact, Alors justement? là, c'est pour moi surtout lié à la diminution de la quantité vendue. Donc c'est vrai que je pense qu'on aura besoin aussi d'évolution de rémunération pour orienter pour continuer à rendre nos officines pérennes, mais avec moins de médicaments vendus et dispensés. Donc la dispensation adaptée, ça c'est une éthique personnelle et que j'essaie de transmettre à mon équipe où on pose la question systématique sur tout ce qui est paracétamol, macrogol, enfin tout ce que connaît bien tout le monde, mais qui est peut-être pas fait partout et tout le temps. La dispensation unitaire, je trouve que c'est une piste très intéressante pour nous. J'ai fait une évaluation de la quantité de matière gagnée, puisqu'en gros, on gagne à peu près 15% de produits délivrés en moins. On diminue l'antibiorésistance, on diminue mes usages puisqu'ils n'en ont plus chez eux, et puis on augmente l'observance et on a une satisfaction client qui est assez excellente. Je sais que très peu de pharmaciens en veulent, mais moi, je suis sûr que c'est une voie de progrès intéressante. Oui, en tout cas, on pourrait Pour tout être ce qui est aigu, en tout cas, parce qu'effectivement, sur le tout à chronique, fait, ça semble beaucoup moins pertinent, mais pour tout ce qui est aigu, ça semble intéressant. tout à fait. Après, c'est la gestion de la rotation de stock, et ça, globalement, le fait d'acheter en centrale d'achat, ça fait moins stocker. On a aussi, quand on n'arrive pas à finir et qu'on est proche de la date de péremption, un bac anti-gaspi, et là, on peut négocier même parfois avec des labos pour que, plutôt que de nous reprendre le produit périmé, ils nous le reprennent à hauteur de 50%, et on a vendu à 50% de réduction auprès du client. Une piste autre, mais là, c'est juste que j'ai lu récemment une thèse assez intéressante d'une jeune pharmacienne qui a eu accès à des données sur les analyses cycle de vie et bilan carbone de médicaments. Alors, c'est plutôt tourné vers le prescripteur parce que c'est de l'éco-prescription, mais nous, ça nous donne, on est spécialiste du médicament, donc c'est intéressant de savoir que dans une même classe de médicaments, si on prend les IPP, en gros, ce qui pèse le plus en termes d'impact carbone et eau, ça doit être pareil, c'est la production du principe actif.
Donc, à privilégier quand on a une équivalence en termes d'efficacité. Par exemple, on privilégiera un oméprazole 10 versus un oméprazole 20, puisque le grammage, et c'est ça qui représente le plus l'impact carbone. Voilà. Et autrement, ce qui est recommandé, c'est de privilégier aussi des associations de médicaments quand il y en a, ezetimibe, atorvastatine, plutôt que d'avoir une boîte d'ezetimibe, une boîte d'atorvastatine. Et puis le troisième sujet autour de ça, mais on n'a pas trop la main, mais peut-être que ça arrivera un jour, c'est tout ce qui est produits inhalés. Et là, d'ailleurs, en ce moment, on a une rupture sur la ventoline. Et bien, la ventoline, avec un gaz à effet de serre extrêmement puissant, on a une alternative, par exemple, le Ventilastin qui qui utilise de la poudre pour diffuser le salbutamol. Voilà. Voilà Oui. des pistes. Voilà, sous la forme pharmaceutique a son importance. Oui, la forme pharmaceutique sur l'inhalé a beaucoup d'importance, surtout liée à la présence ou non de gaz propulseurs qui ont un puissant gaz à effet de serre, parce qu'on est de l'ordre de, par rapport au CO2, je crois que c'est 1000 ou 2000 fois l'équivalent d'un kilo de CO2. Quoi. D'accord. Est-ce que tu as d'autres chantiers pour terminer que tu aimerais mettre en Ce que place? j'aimerais vraiment mettre en place, et là c'est dans la notion un peu de co-bénéfice qui était décrite par Julien tout à l'heure, c'est réduire le déplacement de nos patients. Nous, on est dans une pharmacie de quartier et j'ai la certitude, même si je ne l'ai pas mesuré, que mes patients habitent tous à moins de 2 ou 3 kilomètres de chez nous et que globalement, il faut que tout le monde bouge plus. Voilà. S'ils pouvaient venir dans des transports doux et ou vélo et ou à pied, ça leur ferait du bien pour leur santé et pour l'environnement. On a essayé de mettre en place la visio avec les commerciaux concernant. Alors, je vous ai dit qu'on ne voyait pas beaucoup de commerciaux, mais il y en a quand même quelques-uns. On s'est rendu compte, peut-être certains dans vos officines aussi, qu'il y a des fois des commerciaux qui viennent juste pour prendre une photo de nos linéaires. Et est-ce que c'est pas absurde? Est-ce qu'on pourrait pas plus vers des choses qu'on a déjà vécues pendant la période Covid, hein, les rencontrer une fois sur deux en visio et tout? Je me suis rendu compte qu'on avait un vrai frein. J'ai juste une commerciale qui a accepté ce challenge-là. Je pense qu'ils ont peur de se retrouver après, derrière, à ce qu'on leur demande de voir plus de pharmacie. Enfin bon, où est le problème? Je sais pas. Voilà. Oui. Dernier message important, je pense que c'est qu'il faut que la démarche volontaire, peut-être comme est la mienne, elle ne sera pas suffisante en fait pour réussir le challenge. Donc, il faut qu'on soit en mesure d'avoir plus de réglementation sur ces choses-là et ça passera par plus de contraintes. Mais ça ne peut pas passer autrement, c'est-à-dire que on pourra pas descendre et diminuer de nos émissions de 80% simplement avec la volonté de quelques-uns. Voilà, on a besoin que la Sécu nous contraigne, que d'autres nous contraignent Oui. et Alors, c'est important. c'est vrai on pourrait imaginer de la réglementation, mais alors c'est vrai qu'on est trop de réglementation aussi peut être un peu mal perçu, évidemment. Et il faut absolument qu'on soit accompagné par l'assurance maladie et le ministère de la Santé sur ces sujets-là. Mais ça, c'est tout un programme. Écoute, merci Thomas pour ton témoignage. On a quelques questions qu'on va vous soumettre de Ouais. nos participants. Quid alors, on a Madame Demassol qui nous pose une question. Quid à l'officine de nos échanges ou réceptions mail excessifs et polluants? Exemple, la simple carte de mutuelle dématérialisée. Et puis la deuxième aussi, c'est quid pour toutes les facturations, parfois doublées pour une même prescription le même jour, quelques jours près, que nous télétransmettons aux caisses de sécurité sociale et qui, in fine, polluent. Alors, qui veut peut-être... Voilà. Je pense que globalement, de toute façon, il n'y a pas de. En tout cas, j'ai pas de connaissances, peut-être Thomas t'en as plus, mais pas de connaissances, en tout cas, de l'impact carbone même de ces entités-là. Soit-il que l'impact carbone du numérique, il n'est pas négligeable, effectivement. Ce qui est important, c'est de garder à l'idée comment dire, la comparaison avec ce qu'il y aurait à la place, quoi. Et en fait, par rapport au mail, en fait, s'il y a une communication nécessaire, en fait, c'est toujours de comparer à s'il n'y a pas de mail, qu'est-ce qu'il y a à la place, et est-ce que ce qui est à la place, ça émet plus ou ça émet moins en termes carbone, mais aussi, comme le disait tout à l'heure Nicolas, aussi en termes environnemental, etc. Donc, c'est toujours des arbitrages. Les mails, ça n'a effectivement pas un impact négligeable. Euh, Peut-être qu'il y a d'autres moyens qui sont moins carbonés, c'est peut-être à évaluer. Tu vois-t-il que s'il y a une communication qui est nécessaire, il faut bien qu'elle passe.
Mais effectivement, l'impact du numérique en santé, il n'est pas négligeable. Il va y avoir des évaluations qui vont sortir. Dans le prochain rapport du chiffre, ça sera un peu plus précis. Il y aura un rapport notamment aussi, il y a un rapport directement sur le numérique. Mais moi, en tout cas, j'ai pas de données probantes sur dire quel impact ça a, notamment les télétransmissions. Après, je pense qu'il y a dans tous les cas, moins de passages numériques, c'est mieux. Mais quels moyens on doit déployer pour économiser X%, je sais pas. Je crois que ça, C'est- enfin, de mémoire, c'est le stockage des datas qui est beaucoup Oui, c'est plus ça. Un prégnant mail que. supprimé, c'est pas Oui, très grave, quoi. oui, oui, tout à Ouais, fait. et puis même au-delà de la data, parce que alors l'impact environnemental, hein, je pense sous contrôle, Julien, mais l'impact de la data aujourd'hui est quelque peu fantasmé. La vraie question aujourd'hui, c'est surtout sur les IA génératives. Là, pour le coup, il y a un vrai sujet. Mais après, aujourd'hui, même le poids de la data par rapport à tout ça, par rapport à l'impact que ça aurait en physique, pour l'instant, ça reste Mm. négligeable. D'accord. En fait, si Thomas, vous tu veux diminuez intervenir peut-être de... sur ce sujet ou Ouais. bon, t'as pas. Alors, pour le docteur Brunier, concernant la climatisation à des fins de réduire la transmission des infections, notamment virales, pour préciser, serait climatisation froide ou chaude, ou les Ouais, deux. Alors, je pense que l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place des climatisations. Le mieux, c'est quand même l'éco-conception des bâtiments. Il y a des très bons exemples, hein, notamment, bon, il y a des exemples sur tous les sites des ARS, etc. Il y a des bons exemples de bâtiments. La dernière fois, j'ai vu un cabinet de kiné qui avait été construit semi-enterré, du coup, avec une sorte de climatisation passive du fait qu'il était avec de la végétation et de la terre au-dessus du bâtiment. Je ne sais pas si vous voyez ces formes un petit peu arrondies qui sont construites au-dessus du sol, hein, mais avec en gros des talus qui viennent par-dessus. Vous avez des systèmes de climatisation passive, vous avez des ombrières, bon, il y a tout un tas de. Moi, je suis pas, pour le coup, je suis pas coordinateur transition écologique et environnementale en santé, les CTES, qui sont des experts de la rénovation énergétique des bâtiments. Toujours est-il, vous avez tout un tas d'aménagements du bâti qui permettent de réduire la consommation d'énergie qui est nécessaire à manager les fluctuations de température. L'idée derrière, c'est de rester toujours à température agréable pour travailler et pour le patient. Et en fait, il n'y a pas forcément tout le temps besoin d'un aménagement. Après, sinon, ce qui est souvent recommandé, c'est les pompes à chaleur réversibles, même si on sait qu'il y a des limites, parce qu'on sait que commercialement, elles sont souvent vendues avec des délais de maintenance qui sont inférieurs à leur délai d'amortissement. Du coup, on se retrouve à changer de pompe à chaleur tous les 3 ans. Et du coup, c'est toute la finesse de la méthodologie carbone, c'est qu'on prend pas, quand on fait un bilan carbone, on le fait à un instant T, mais on prend en compte l'amortissement sur plusieurs années. Et en fait, si par exemple on regarde qu'une pompe à chaleur, c'est peut-être mieux factuellement à un instant T, par contre, si vous la changez tous les 3 ans, bah, en fait, pour un peu, son intérêt devient nettement moindre. Donc, voilà. Je pense que ce qui est toujours important, c'est de garder en tête que la méthode d'évaluation, le bilan carbone, c'est vraiment, il n'y a pas de choses qui sont factuellement mieux ou factuellement moins bien. C'est toujours en fonction d'un usage. Et du coup, la question principale, ça revient à celle du médicament ou de quoi que ce soit. C'est d'abord de se poser la question de l'usage. Et est-ce que j'ai besoin d'une clim ou d'un chauffage, ou est-ce que j'ai besoin de rénover mon bâtiment, quoi. très bien. Merci. Alors, peut-être pour Monsieur Brunet, par rapport à votre présentation, alors c'est quel coût avez-vous une idée entre les différents niveaux en vue de l'intégrer au prévisionnel? Alors, je lis la question. Des aides sont-elles envisageables? C'est-à-dire que, en résumé, est-ce que l'assurance maladie accompagnerait cette transition, en fait? Alors, c'est vrai que je vais peut-être pas préciser, mais il y aura une rémunération donc pour l'atteinte de chaque niveau, une rémunération annuelle de 200 euros TTC qui sera versée au premier semestre de l'année N+1 par rapport aux résultats et lorsqu'un niveau sera atteint au niveau à l'année N. D'accord. C'est une bonne précision à Ouais. apporter. Après, on aura donc des outils qui seront mis en ligne sur amélie.fr et les différents éléments pour pouvoir justement justifier de tout ça et de la rémunération complémentaire. Voilà, on a d'autres. Merci. Est-ce oui, bah, une rémunération aussi. Quelle source d'information peut-on avoir pour connaître l'impact environnemental des médicaments les uns par rapport aux autres? Alors, c'est vrai que on parle beaucoup justement de l'évaluation des médicaments avec ce côté, cet aspect environnemental, même sur l'évaluation qui est même du remboursement, hein, qui serait impacté par rapport à ça.
Est-ce on pourrait avoir des informations par rapport à ces éléments? Alors, je sais. Ouais. Alors aujourd'hui, et l'exemple que je donnais par exemple sur le Doliprane, tout à l'heure sur les différentes formes et l'impact carbone du Doliprane, on est vraiment sur des éléments, sur de l'evidence-based pour le coup. Euh, Après, la CNAM souhaite travailler justement sur le carbon score. Donc, la CNAM a contractualisé donc avec le Shift Project, notamment sur justement la meilleure évaluation possible de l'impact carbone des médicaments. Donc, en tout cas, on va voir apparaître un carbon score. En tout cas, c'est la volonté de la CNAM sur les boîtes de médicaments. Donc, à partir de là, voilà, ça prendra certainement la forme du Nutri-Score comme on le connaît, sauf que ce sera sur le carbone. Et je pense que c'est ça qui permettra justement de mettre en œuvre les différentes actions auprès des offreurs de soins. Merci. Alors effectivement, est-ce qu'il existe d'ores et déjà un logiciel qui permettrait d'évaluer l'empreinte carbone au sein de l'officine, en tout cas au sein d'une entreprise, hein, quelle qu'elle soit finalement? Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, alors, ça fait partie on va dire, des premières recommandations, hein, alors, recommandations, le mot est peut-être un peu fort. En tout cas, des premiers éléments qui sont ressortis par la CNAM, c'est par exemple de pouvoir le faire aussi sur des outils gratuits, type avenirclimatique.org. Voilà. Il y aura de toute façon, par rapport à ces éléments-là, alors, ce sera pour être aussi sur le site de l'ADEME, etc., etc. Mais le but, euh, c'est pas d'avoir finalement, enfin, c'est pas faire son bilan carbone avec une entreprise spécialisée et que ça coûte 4 000 € au pharmacien. C'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment d'essayer de se dire, tiens, je prends une photo de l'ADN, Santé. compare avec l'ADN plus un. Voilà, D'accord. on est dans une démarche. On veut quand même simplifier un maximum hein, ce genre de choses. Et le Et après, shift. pour... Oui, Ah, désolé. Allez-y. non, allez-y. Allez-y. Non, mais pour les personnes qui veulent déjà le faire actuellement, il y a effectivement la base empreinte ADEME, il y a des données sur l'ADEME qui sont publiques et qui sont utilisables. Il faut juste se coltiner un petit peu de méthodologie carbone, mais c'est quand même assez accessible. Sinon, pour les personnes qui ont envie de monter en compétence et en maturité sur le sujet, il y a une formation par l'Institut de formation carbone, qui est le seul institut qui est agréé pour faire la formation bilan carbone, même s'il y a d'autres méthodes qui existent. Mais l'Institut de formation carbone fait des formations à la méthode bilan carbone qui permet d'avoir accès justement aux tableurs de calcul que ensuite les prestataires privés qui font payer un peu plus cher les bilans carbone utilisent eux-mêmes avec parfois des logiciels adaptés. Et c'est pour ça que quand vous allez sur des prestataires privés, ils ont leur logiciel, mais ils utilisent tous un peu la même méthode, quoi. Et donc, si vous avez envie, je veux dire, de monter en compétence, vous pouvez se faire la formation, le niveau 1, ça prend une semaine de e-learning, etc. Et vous avez un tableur qui vous permet de le faire chez vous en autonomie, de le faire pour les collègues, etc., quoi. Très Et bien. après, vous avez des outils de calcul individuels, effectivement, avec le Shift, avec d'autres. Vous avez notamment l'outil MyCO2, MyCO2, en gros, qui permet de calculer. Mais là, c'est plutôt à titre individuel. C'est pas à titre professionnel et de sa structure. Même si on peut extrapoler. Très bien. Merci. Alors, il y a quelques questions sur les référencements. Est-ce qu'on a des approches avec moins d'impact? Et effectivement, alors, pour l'URPS, justement, on va mener une réflexion qu'on va essayer de la plus large possible pour proposer aux pharmaciens justement de sorte d'ordre de protocole de cheminement sur ces impacts et qu'on diffusera dans l'année 2025. Est-ce que vous avez, en guise de conclusion, peut-être, docteur Brunier, est-ce que vous vouliez, et monsieur Brunet et Thomas aussi, si... Bah, je pense que ce qui est important, c'est de toute façon globalement ce qui est revenu là, hein, c'est globalement tout seul, on n'avance pas beaucoup. Et ce qui marche bien, c'est quand même d'échanger des informations, d'échanger des actualités, de demander où en sont les voisins, les voisines, les personnes qui sont au-dessus dans la chaîne de valeur, en dessous dans la chaîne de valeur. Et globalement, ce que montrent les sujets de transition, c'est globalement que les seules personnes qui réussissent et les seules structures qui réussissent, c'est celles qui se mettent en réseau de collaboration. Et donc, c'est ce qui se montre ici, quoi. Je veux dire, en tout cas, ça enlève les barrières qui avant avaient été un peu mises.
où j'imagine qu'il y a eu une époque, en tout cas, moi je parle dans mon contexte par exemple de biologie médicale, on bossait beaucoup moins facilement avec rien que la CNAM ou quoi que ce soit, c'était beaucoup plus formalisé. Là, pour la transition, on est obligé de tous se mettre derrière la table. Donc je pense qu'il faut vraiment, que ce soit pour le carbone, l'impact environnemental, les autres indicateurs environnementaux, c'est juste on enlève les barrières et on se met tous derrière l'idée qu'il faut diminuer notre impact environnemental, quoi. Très bien. Je sais pas, Monsieur Nicolas, Brunet, si. Oui, merci. je suis assez d'accord avec Julien. Moi, alors, je vois un exemple au niveau des établissements hospitaliers, avec notamment le guide de bonne pratique qui a été mis en œuvre par l'ANAP. Et finalement, voilà, c'est ce genre de choses en fait qui va permettre d'essaimer aussi dans différents établissements sur d'autres choses. Voilà, enfin tout ce qui est vraiment échange de bonnes pratiques, je pense que c'est quelque chose qui peut permettre de trouver aussi le façon d'aborder sa transition. Hmm. Très bien. Merci. Et Thomas, peut-être si tu es. Moi, ce qui me semblerait intéressant en termes d'aide qu'on pourrait avoir de la CNAM, c'est peut-être d'avoir, j'ai déjà évoqué ça tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment important, d'avoir un bilan carbone d'une officine type, et puis pour que chacun puisse s'emparer du sujet, et puis avec à tiroir, bon, bah, si vous supprimez direct, vous passez tout par la centrale d'achat, voilà, 5% d'émissions en moins, enfin, et pouvoir du coup orienter un peu plus nos choix, parce que globalement, on a un peu tous les mêmes sources d'émissions, mais c'est pas formalisé encore à aujourd'hui, quoi. Voilà. Très Ouais. bien. Ouais. Bah, écoutez, Vous oui. voulez que je crée un cabinet éco-consul finalement, que je le modélise et puis voilà. Bon, bah, je reviendrai vers vous et puis Ou un interne en thèse, un étudiant en thèse, que je crois qu'il y a une universitaire qui est avec nous, là, il y a l'université d'Angers. On Ouais. peut proposer le sujet à des étudiantes, ça. Tout à fait. Tout à fait. Et effectivement, du côté URPS, l'idée d'un guide de bonne pratique, pourquoi pas, ça pourrait être utile. Bah, écoutez, moi, je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents. Je remercie les intervenants et puis on se donne rendez-vous pour la deuxième session jeudi prochain à 20h30. Ok. Voilà, Très pour bien. ceux qui n'ont pas pu être présents. merci beaucoup. Ciao. Merci à toutes. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.